6 millions de soldats morts, 21 millions de blessés, 700 000 portés disparus. Il y a 100 ans, la Première Guerre mondiale a décimé l'Europe et a laissé de profondes cicatrices dans ses paysages. Chaque année en France, les archéologues découvrent sur les anciennes zones de combat des armes, des objets intimes ou les corps meurtris des soldats ayant participé à ce conflit. Des Français, des Anglais et des Allemands, mais aussi des Américains venus se battre aux côtés des Alliés. Avec ces vestiges, ressurgissent des bribes de cette histoire méconnue. Pourquoi ces soldats ont-ils traversé l'océan? Que sont-ils venus défendre sur le vieux continent, si loin de leur pays? Comment l'Amérique, en se plongeant dans ce conflit, a-t-elle inventé son propre destin? « 1917. Depuis 3 ans déjà, les soldats français et anglais sont enlisés dans leurs tranchées, ensevelis sous un déluge d'obus, exténués par le bruit, tenaillés par la faim. Mois après mois, leur situation se dégrade. La guerre semble sans fin, le moral des troupes alliées est au plus bas. Mais au mois d'avril, une nouvelle se répand comme un souffle d'espoir. Une nouvelle qui va changer le cours de l'histoire. Les États-Unis s'engagent dans la guerre. De l'autre côté de l'Atlantique, des milliers de jeunes Américains convergent vers les gares et les ports d'embarquement. Dans l'innocence de ce qui les attend, ils plaisantent avec leurs compagnons de voyage, qui ne sont pas encore devenus des frères d'armes. Ils pensent naïvement qu'ils partent pour une grande et belle aventure. Ils vont bientôt découvrir le véritable visage de la guerre. Depuis un peu plus de 20 ans, au fil des aménagements du territoire français, les archéologues redécouvrent les traces oubliées de ce conflit. Longtemps ignorée, cette archéologie du monde contemporain renouvelle les travaux des historiens et tisse un lien nouveau avec ce passé récent qui s'estompe dans les mémoires. À Boultes-sur-Suippe, la découverte d'un cimetière provisoire allemand montre la violence des premiers mois de cette guerre. Pour certains, on retrouve des balles dans les volumes thoraciques des chairs. On retrouve beaucoup d'éclats d'obus. Certains ont commencé à être soignés, donc ils ont encore les attelles. Mais on voit que toute une jambe ou une partie du corps est encore criblée d'impacts d'obus ou de billes de shrapnel. Par contre, ils sont décédés avant de pouvoir être soignés ou amputés. C'est une guerre industrielle avec un massacre de masse. Une efficacité des armes de destruction, on le voit sur les squelettes. Un petit éclat d'obus aussi gros qu'un ongle laboure le corps et entraîne le décès quasi immédiatement, ou en tout cas dans peu de temps après. Donc on a vraiment... on perçoit la fragilité du corps et la fragilité des individus. Ils sont balancés dans une fournaise qu'eux-mêmes n'appréhendent pas ou ne pouvaient pas estimer.
Donc effectivement, la mort est violente. 3 ans après le début du conflit, les victimes se comptent déjà par millions. Pourquoi diable Woodrow Wilson, le président des États-Unis, jetterait-il ses soldats dans cette fournaise? Fervent pacifiste, il est affligé par l'attitude des Européens et a fait campagne sur son refus d'impliquer l'Amérique dans ce conflit. L'opinion américaine partage sa position de neutralité. Le président américain et son peuple n'ont alors qu'une vision lointaine de ce conflit. Seuls quelques journalistes ont été envoyés sur le front. Comme ce jeune homme de 25 ans, Cyrus Leroy Baldridge. Depuis le mois d'août 1914, Cyrus voyage à travers la Belgique occupée et la France en tant que correspondant de guerre et illustrateur. Mais malgré ses articles et ses dessins, ses concitoyens restent sourds à la tragédie qui se joue en Europe. Une série d'événements va pourtant dresser l'opinion publique contre l'Allemagne. Le 7 mai 1915, le paquebot Lusitania, parti de New York avec plus de 1200 passagers civils, dont 139 citoyens américains, est torpillé par un sous-marin allemand. Un an plus tard, une explosion spectaculaire dévaste l'île de Black Tom et fait sauter les rivets de la Statue de la Liberté. L'enquête montre qu'il s'agit d'un attentat perpétré par les agents allemands. Puis l'Allemagne reprend la guerre sous-marine et par un message crypté intercepté par les Américains, elle demande au Mexique d'envahir le Texas et l'Arizona. L'opinion bascule définitivement dans le camp allié. L'Empire allemand vient de sceller son destin. Le 2 avril 1917, Wilson monte à la tribune et s'adresse au Congrès. L'ambassadeur de France assiste à ce moment historique. Quand il arriva à la déclaration que les actes de l'Allemagne étaient des actes de guerre, les applaudissements éclatèrent presque à chaque phrase. Celles surtout affirmant le désir de finir la guerre et de détruire la tyrannie des gouvernants allemands. Si l'Amérique prend le chemin de la guerre, son engouement cache sans doute son imprudence. Les États-Unis ont une petite armée de seulement 120 000 hommes, n'ayant ni l'expérience des conflits de cette échelle, ni armes en quantité suffisante. Et ces soldats sont sans chef. Qui va relever ce défi ? L'homme que le président Wilson choisit pour commander le corps expéditionnaire américain est un officier qui vient de s'illustrer. Il a conduit avec succès un raid punitif contre le célèbre hors-la-loi et révolutionnaire mexicain Pancho Villa, qui a mené des razzias violentes sur le territoire américain. Mais comment comparer cette bataille à la tête de quelques milliers d'hommes à ce qui l'attend en Europe ? Les soldats américains ne vont pas affronter une bande de brigands désorganisés. Leurs futurs adversaires sont parfaitement équipés et forts de 3 ans d'expérience au combat.
Pershing affronte une autre difficulté. Malgré le discours de Wilson, l'atmosphère a bien changé en Amérique. Peu de citoyens, même les plus hostiles à l'Allemagne, se portent volontaires pour partir au combat. Dans les rues, les campagnes de recrutement se multiplient. Les slogans se font de plus en plus racoleurs. Les Allemands sont des assassins et les Français un peuple héroïque. Et l'anti-germanisme s'affiche sur les murs des villes américaines. Mais malgré le talent et la verve des orateurs et la violence de ce battage médiatique, les candidats au départ restent très peu nombreux. Face à cette situation, Wilson impose la conscription. Plusieurs centaines de milliers d'hommes sont désignés par tirage au sort et sont contraints de se présenter dans les bureaux de recrutement du pays pour aller combattre en Europe. Ces jeunes hommes, fils, frères ou petits-fils de ceux qui restent au pays, deviennent en l'espace de quelques semaines les soldats sur lesquels l'oncle Sam compte. On les appelle désormais les Samis. La plupart d'entre eux n'ont jamais voyagé hors des États-Unis. Les premiers Samis partent le 10 mai 1917 des ports de la côte Est pour un voyage jusqu'aux ports français et britanniques. À leur tour, ils vont être engloutis par la Grande Guerre. Une France enthousiaste découvre et accueille à bras ouverts ces jeunes soldats américains venus combattre à leurs côtés. Pershing décrit son arrivée à Paris. Des rires et des larmes de joie s'entremêlaient. Et les services de sécurité ne pouvaient empêcher que des femmes s'accrochent aux voitures en criant « Vive l'Amérique !» Ce lien fort se manifeste dans un poème qui rencontre un succès immédiat. Salut à vous, soldats du Nouveau Monde. Vous qui par-delà les océans bleus, venez alors que le canon gronde. Apportez à notre France féconde votre appui large et généreux. Les Samis vont-ils aider les Alliés à renverser la situation et gagner la guerre? Seul le général en chef américain semble inquiet. Comment organiser le transport de ces soldats sur toute la longueur du front? Comment les entraîner, les armer, subvenir à leurs besoins? Les soldats américains ne manquent pas d'enthousiasme, mais ils ne sont pas encore prêts à combattre. Ils ont bien suivi un premier entraînement dans leur pays, mais ont rarement manipulé un équipement réel. Ils ont souvent dû se contenter d'apprendre le maniement des armes avec des répliques de fusils et de canons en bois. Avant de les envoyer au combat, Pershing fait construire des camps d'entraînement en France, à quelques dizaines de kilomètres du front. Les Samis poursuivent leur formation aux côtés d'instructeurs français et britanniques. Pour l'instant, la guerre a encore le parfum de l'aventure. Chère maman et papa, hier je n'ai jamais passé une soirée aussi fascinante et intéressante. Il y avait un sergent du régiment écossais, un sergent-major britannique, notre instructeur, et aussi un sergent français qui parlait très bien l'anglais. Bon sang, j'aurais aimé que vous les entendiez. Ils ont tous combattu dans les tranchées pendant au moins 2 ans.
Qui peut aujourd'hui soupçonner les réseaux de tranchées et les cratères de bombes sous la surface des champs qui recouvrent les anciennes zones de combat? À Massige, depuis 20 ans, archéologues et bénévoles reconstituent les tranchées où les premiers bataillons de Samiz sont venus conclure leur apprentissage. Pour la première fois, les jeunes soldats ont été confrontés ici au froid, à l'humidité et à la promiscuité. L'Amérique, en quelques mois, va devoir passer d'une petite armée à une armée de conscription qui comporte plusieurs millions d'hommes. Il faut leur apprendre à comment se battre dans un contexte très particulier qui est la guerre de tranchées dans un premier temps sur le front occidental. Tout ça suppose une logistique monstrueuse à laquelle finalement les Américains sont certainement le peuple le plus apte à y répondre puisqu'ils ont une industrie qui derrière va fournir la possibilité, vous vous rendez compte, de faire cantonner 2 millions de soldats. Il y a par exemple le département de la Haute-Marne où il y a à peine 250 000 habitants va accueillir jusqu'à 400 ou 500 000 Américains. Donc vous avez plus d'Américains en Haute-Marne en 1917 que de population civile. Cyrus Leroy Baldridge, le correspondant de guerre dessinateur, accompagne le déploiement des Samis dans les tranchées. Il débute une série de dessins qu'il appellera plus tard « J'y étais ». Des dessins qui, mieux que les images des caméras, témoignent des moments de préparation ou d'intimité des soldats américains. En ce mois de décembre 1917, les sourires se lisent encore sur les visages. Pourtant, sur le front, la menace allemande se fait chaque jour plus pressante. La Russie bolchevique vient de signer une paix séparée avec l'Allemagne, permettant ainsi aux millions de soldats allemands combattant sur le front russe de venir en France grossir les rangs de l'armée du Kaiser. Les Alliés s'inquiètent. Ils demandent à Pershing de renforcer leur propre bataillon avec les soldats de l'oncle Sam. Mais le général américain refuse l'amalgame. Les instructions de Wilson sont formelles. Les Samis ne combattront que sous le drapeau américain. Pershing doit faire face à une autre difficulté. L'ambition de la machine logistique américaine alourdit et retarde l'engagement de ses troupes. Car au pays, les industries tournent désormais à plein régime. Les civils se mobilisent et participent eux aussi à cet effort de guerre. Ces milliers de tonnes de matériel et de ravitaillement sont acheminés sur le territoire français, répartis dans les camps d'entraînement ou envoyés sur la ligne de front. Les soldats eux-mêmes continuent de débarquer par milliers. « 26 décembre 1917. Sur les quais de débarquement, la foule de civils et d'employés du port s'est tue. Ce qui surprend tout le monde n'est pas l'arrivée d'un nouveau bateau rempli de soldats américains, mais une musique qui s'élève du pont de ce navire. Une musique tout à fait inconnue des Français et qui les séduit, le ragtime, ancêtre du jazz. Le futur 369e régiment d'infanterie est en partie le Clef Club, 99 musiciens afro-américains du club de jazz le plus réputé de New York. Mais cette fête, entre un régiment de soldats noirs américains et la population française, est de courte durée.
Dès leur arrivée, les troupes afro-américaines sont en effet reléguées au second plan et cantonnées à des tâches de brancardier ou de ravitaillement. L'état-major français ne comprend pas l'exclusion de ces troupes, car le besoin en combattants est de plus en plus pressant. Pershing avance alors une proposition. Pourquoi ne pas donner aux Français les régiments noirs que son armée ne veut pas mélanger avec les régiments de soldats blancs? Cette solution convient aux Alliés, mais est vécue comme un abandon par les soldats afro-américains. Le grand général américain a mis l'orphelin noir dans un couffin, il l'a posé sur le pas de la porte du Français, il a frappé et il est parti. Les 4 régiments, exclusivement composés de soldats noirs, combattront ainsi aux côtés des poilus, avec l'uniforme français et sous le drapeau bleu-blanc-rouge. Mars 1918. Pendant que les troupes afro-américaines rejoignent les troupes françaises sur le front, la formation des Samises à l'arrière n'en finit pas. À leur arrivée, ils ont été accueillis chaleureusement par les habitants des villages voisins et des idylles ont même parfois vu le jour. Mais aujourd'hui, l'inaction leur pèse. Quand donc les enverra-t-on se battre? Les Allemands veulent tirer parti du retard américain et le 21 mars, par surprise, ils lancent une offensive qu'ils veulent décisive. De l'est d'Arras, au sud de Saint-Quentin, le front s'enflamme. « 550 000 soldats allemands s'engagent dans la bataille et se ruent sur les tranchées de leurs adversaires. Un témoin raconte. En 6 jours, les Alliés ont perdu leur avance si difficilement acquise et ont rendu vains les sacrifices de 3 années. Un vent de panique souffle sur les troupes alliées. Malgré l'inexpérience de ses hommes, le général Pershing prend alors une décision difficile. Il accepte d'amalgamer ses troupes à celles des Alliés. Il n'y a pas en ce moment d'autre question que de combattre. Infanterie, artillerie, tout ce que nous avons est à vous. Je suis venu pour vous dire que le peuple américain serait fier d'être engagé dans la plus grande bataille de l'histoire. 20 avril 1918. L'état-major allié confie enfin une mission aux Samises. Ils doivent défendre le village de Seicheprey en Lorraine. Le secteur est calme, bien loin de la bataille qui fait rage dans les Flandres. Mais soudain, des coups de canon tonnent. Très rapidement, les Allemands attaquent pour éprouver la combativité des soldats américains. Quand les Samises décident de lancer une contre-attaque, il est trop tard. Les Allemands se sont retirés, ils ont fait 160 morts, 650 blessés, et 100 soldats américains ont été faits prisonniers. Pershing espérait un premier combat américain glorieux. C'est au contraire un premier échec. Pour sa première bataille aux côtés des Samises, Cyrus Leroy Baldridge est frappé par l'horreur des combats. Si seulement je pouvais montrer au public ce qu'est réellement la guerre. Combien elle est sale, comme elle peut être brutale. Dans le journal qui publie ses dessins, le Stars and Stripes, les Américains découvrent une réalité qu'ils préféraient ignorer jusque-là. La guerre contre l'Allemagne sera longue, terrible et coûteuse. Wilson a fait ses calculs. L'engagement des États-Unis risque de coûter plus de 30 milliards de dollars à son pays.
l'équivalent aujourd'hui de 550 milliards de dollars. Une nouvelle campagne médiatique appelle alors le soutien financier du peuple américain. Le gouvernement encourage tous ses citoyens à acheter des titres de créance, appelés les Liberty Bonds. Ces obligations de guerre vont financer jusqu'à 60% du budget militaire. Les pays alliés profitent aussi de cette manne financière, puisque les USA leur prêtent près de 10 milliards de dollars. Pour le président Wilson, cette opération n'est pas mauvaise. À la fin de la guerre, les Alliés seront financièrement entre nos mains. Mais cette prophétie, en ce mois de mai 1918, dépend de la victoire des Samis sur le terrain. Depuis l'échec de Seicheprey, les soldats américains attendent l'occasion de prendre leur revanche. Elle se présente un mois plus tard, à Cantigny dans la Somme. Les Samis ont pour mission de prendre le village, ce qui n'est pas une mince affaire, puisque les Français ont déjà manqué 2 fois cet objectif. La bataille est plus enragée que jamais, car les Allemands n'acceptent pas de se faire battre par ces jeunes soldats inexpérimentés. Mais les Américains ne lâchent pas, et leur acharnement les mène à la victoire. Le 31 mai, les Allemands, épuisés, cessent les combats. Pershing est heureux. Il avait besoin de ce succès pour résister à tous ces officiers européens qui jusque-là ne croyaient pas que l'armée américaine puisse être autonome. Toute l'American Expeditionary Force est fière d'apprendre que les troupes de cette division, dans leur premier combat, ont fait preuve d'une ténacité de vétérans. Qu'elles sont restées sur les positions acquises et qu'elles ne permirent pas à l'ennemi de les en chasser. Sur la ligne de front, comme sur les lignes arrières, les Samis sont désormais les frères d'armes des soldats alliés et partagent leur expérience traumatique. Poilu, quand nous sommes descendus du bateau, tu nous as demandé quand finit la guerre. Ensuite, dans les tranchées, ce fut le même topo. Quand est-ce que ça finira? Ça ne faisait pas très brave. Mais en te voyant mitrailler au sol, on a compris qu'on s'était trompé. Et on s'est demandé comment t'avais supporté ça pendant 4 ans. Comment as-tu pu tenir le coup? Malgré la satisfaction de Pershing, la première victoire des Samis à Cantigny reste marginale. Les Allemands viennent de franchir la crête du chemin des Dames. Une fois de plus, Paris est menacé. Il faut faire vite. Le général en chef des armées alliées, Ferdinand Foch, et le général en chef anglais, Douglas Haig, demandent avec insistance des troupes à l'allié américain, sous peine de défaite. La réponse du président Wilson est immédiate. En juillet, le transport maritime de soldats américains atteint les 300 000 hommes. Les Samis sont désormais 1 million sur le sol français. Les Allemands tentent d'accélérer les combats pour empêcher les Américains de s'engager réellement dans la bataille. Leur stratégie est simple, prendre Paris et imposer une capitulation. Les Alliés, eux, veulent barrer la route de la capitale à leurs ennemis. Dans cette nouvelle bataille qui s'engage, les Samis se voient donner pour la première fois une partie de la ligne de front. Pendant 1 mois, au Bois Belleau, près de Château-Thierry, les Marines combattent avec une rage qui surprend même leurs adversaires. Mais en dépit de leur victoire, les Samis ont subi des pertes considérables.
Nous ne disons rien. J'ai la tête engourdie, abrutie, à force de jurer et de prier. Je lève un pied, je l'avance lourdement, je le pose presque n'importe où, puis je lève l'autre et je l'avance pour ne pas tomber tête la première. Les Samis sont épuisés. Aux 10 000 victimes des derniers combats s'ajoute un nombre imposant de blessés. Là encore, l'armée américaine n'a rien laissé au hasard. La machine logistique, qui a tant ralenti la préparation au combat, montre enfin son efficacité. Les blessés sont immédiatement pris en charge par le personnel médical de l'American Ambulance Medical Corps et transportés par train vers les nombreux camps hôpitaux construits sur les lignes arrières. Celui de Mars-sur-Allier, dans la Nièvre, est l'un des plus importants d'entre eux. Le camp est prévu pour accueillir 20 000 blessés, répartis dans près de 700 baraquements, et 20 000 lits supplémentaires sont prévus sous tente en cas de crise majeure. Les médecins américains disposent d'équipements médicaux dernier cri. Bloc opératoire, salle de radiologie, laboratoire chimique et bactériologique. Et l'état-major a même installé une voie de chemin de fer et un réseau d'approvisionnement en eau totalement autonome, dont les canalisations, comme le reste des équipements, sont importées des États-Unis. C'est en labourant son champ qu'un agriculteur a découvert les traces de cette occupation. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand les Américains sont arrivés en France, ils ont construit ces villes champignons, ces villes géantes qu'on peut comparer aux villes du Far West, qui ont poussé au milieu de nulle part, dans des campagnes comme ici dans la Nièvre où il n'y avait ni l'eau courante, ni l'électricité. Eux ont amené ces technologies-là, ces innovations-là. On peut comparer ça et son organisation à un camp de l'armée romaine sans aucun problème. L'organisation militaire, l'acheminement des blessés, l'acheminement des vivres, etc. Quand on découvre ces objets qui sont très récents, on a vraiment l'impression d'être en lien direct avec les soldats qui ont, par exemple, porté cet insigne. Le médecin qui a soigné un blessé avec telle seringue, tel bistouri. On peut toucher ce passé du doigt. À Mars-sur-Allier, les Samis partagent le sort des soldats français et anglais. Ils vivent le conflit dans leur chair et en connaissent les blessures. Amputation, impact de balles ou d'obus, soldats rendus aveugles par les gaz de combat. Pour soigner les premières victimes américaines, près de 6 000 médecins, infirmiers et brancardiers se relaient auprès des blessés. Lucie de Vries est la fille de l'un des Samis ayant travaillé au camp hôpital de Mars-sur-Allier. Elle est l'enfant d'une idylle, comme il y en eut beaucoup d'autres, entre un soldat américain et une Française. Mon père est arrivé ici en tant qu'aide médicale, après avoir été en poste à Beaune. Il a commencé à étudier le français avec Rebecca, ma mère. Au bout de 15 jours, il l'a demandé en mariage, mais elle n'avait que 16 ans. Alors, elle a refusé. Il lui écrivait tous les jours. J'ai conservé toutes ses lettres, elles sont passionnantes. Ils ont continué à s'écrire pendant 3 ans, puis il est revenu, ils se sont mariés. C'était un très grand amour. Mais en ce mois d'août 1918, les soldats du corps médical américain reçoivent de mauvaises nouvelles du front et font face à un afflux de blessés. Le conflit devient une guerre de mouvement où les chars permettent de sortir des tranchées et de franchir les réseaux de barbelés. À la bataille de Saint-Mihiel, Pershing mobilise 267 chars, 3000 canons,
1400 avions servis par 216 000 Samis. La technologie s'invite aux côtés des soldats. La guerre devient moderne. En une seule journée, tous les objectifs américains sont atteints. Les soldats de l'oncle Sam ne recensent que 7000 pertes pour 17 000 du côté allemand. Et ils font près de 13 000 prisonniers. Après plusieurs semaines passées sur le front, les Samis sont envoyés dans des camps de repos. La fête et les loisirs s'invitent dans leur vie de soldats. À Bray-en-Launois, les Américains investissent un campement souterrain fraîchement repris aux Allemands. Un refuge à l'abri des pluies d'obus qui s'abattent sur les champs de bataille. En pénétrant dans cette ancienne carrière, les soldats de la 26e division et du 101e et 102e régiment d'infanterie découvrent plus de 40 hectares de souterrains transformés par les Allemands en dépôts de munitions, en chambrées, en cuisine ou en poste de premier secours. Une ville souterraine dans laquelle ils vont pouvoir se reposer. Les nombreux objets laissés en place, parfois intacts, bouteilles vides, conserves, douilles, chaussures, témoignent du passage de 2500 soldats américains. C'est un espace vraiment exceptionnel parce qu'on peut fouler le sol que des soldats allemands ou des soldats américains ont foulé ici même il y a une centaine d'années. Les Américains, ils vivent là essentiellement à la bougie et à la lampe à pétrole. Il y a des cadavres allemands dans la carrière, il y a des soldats allemands qui sont aussi enterrés. Donc l'odeur de poudre, et l'odeur des cadavres, ça devait pas être très très agréable pour ces jeunes Américains. Loin du bruit et des combats, certains soldats graves auscultent les parois. Des traces qui traduisent leur état d'esprit ou leur état d'âme. Ça peut être leur nom, leur unité, la ville d'où ils viennent, mais aussi leur passion, l'ami qui est resté aux États-Unis. C'est pour moi et ma fiancée, ce genre de choses. On sait qu'on va peut-être mourir, ça c'est déjà quelque chose de très important chez ces soldats, et de prendre conscience que cette aventure devient rapidement un enfer. Il faut se souvenir qu'il reste encore aujourd'hui sur le champ de bataille les restes de près de 700 000 soldats de toute nationalité qui n'ont jamais été récupérés pendant le conflit. 8 octobre 1918. Les Samis sont désormais pleinement associés aux grandes offensives alliées. La forêt d'Argonne est le théâtre de la dernière d'entre elles.
C'est un chaos indescriptible, où les troupes françaises et américaines combattent côte à côte. Pour les troupes allemandes qui vivent sans le savoir leur dernière grande bataille, comme pour les troupes alliées qui prennent un ascendant qui va s'avérer décisif, la bataille s'appelle désormais l'enfer de l'Argonne. Selon la légende, c'est ici que le caporal Alvin York tue à lui seul 28 soldats allemands et en capture 132. Mais les nombreux faits d'armes des Samises ne font pas oublier le nombre important de victimes. Un soldat écrit à sa mère. Nous avons subi des pertes dont je ne suis pas autorisé à parler. Ceux qui sont là depuis le début de la guerre disent que ce sont les 36 heures les plus sanglantes qu'ils ont jamais connues. Je ne t'écrirai rien de plus sur la bataille. Mon cœur est trop lourd. Derrière les lignes, Cyrus Baldridge croise des cadavres et des flots de civils qui fuient les combats, affluant sur les routes après que leurs maisons aient été détruites. Je ne vois qu'un cauchemar d'horreur. Une vision rouge de mitrailleuses et d'hommes morts, m'inspirant seulement un sentiment de dégoût pour la froide efficacité avec laquelle cette tâche a été accomplie. Depuis près de 100 ans en Argonne, les vestiges de ces combats réapparaissent au gré des travaux agricoles. À Romagne-sous-Montfaucon, Jean-Paul de Vries a collecté, dans un rayon de seulement 5 km autour de son café-musée, plus de 40 000 de ces témoignages. Les plus marquants étant sans doute ces petits bracelets métalliques, des strips, portant un simple nom et un numéro de matricule. Ces petits bracelets, ce sont des strips qu'on utilisait pour le cimetière temporaire. En 18, partout les soldats américains qui sont tombés, et on va faire surtout sur les carrefours des cimetières. Et tu as 20 soldats, 30 soldats, 40 soldats, et on met des croix ou on met seulement le fusil dans le sol. Et sur le crosse du fusil, on met ce strip pour bien identifier le soldat qui était là. J'ai trouvé presque 2000, je crois. Là, c'est une découverte assez émouvante parce que chaque nom, c'était un soldat. On a même essayé déjà de retrouver les familles. On a retrouvé 3 familles. Tous ces soldats, ils avaient un nom et ils étaient perdus. C'est émouvant. Fin octobre 1918. 2 millions de Samises se trouvent désormais en France. Le rapport de force s'inverse, les Alliés sont en train de gagner la guerre. Le 1er novembre, l'armée américaine réussit à percer la dernière ligne de défense allemande, la Freiastellung. Le début d'une libération et l'espoir d'un peuple. Les Samises sont accueillis en héros par les habitants des villages qui, depuis 4 ans, sont prisonniers des soldats allemands. Un Sami, le soldat Kenneth Go, raconte ce moment. Cher papa,
J'aimerais que tu puisses voir le peuple français, que nous libérons au fur et à mesure de notre avance. Leur joie d'être à nouveau en présence amie et leur état pitoyable nous magorge et embue mes yeux. Tout ce qu'ils possédaient a disparu. Leurs jeunes femmes ont été violées. Certains membres de leur famille ont été tués. De nombreux autres blessés. C'est la même histoire pour chacun d'entre eux. Les manifestations de joie s'ajoutent aux marques de gratitude de la population. Et les traces de la présence allemande sont effacées peu à peu. Quelques jours plus tard, sur le front, le clairon sonne la suspension des combats. L'Allemagne vient d'accepter un armistice, la guerre se termine. Il est 11 h du matin, nous sommes le 11 novembre 1918. Cyrus Baldridge témoigne une dernière fois de ce que vivent les Samises. Nous nous sommes levés sans dire un mot. Nous avons vu les tranchées de l'autre côté. Et un Boche aussi, le gars ne faisait pas d'histoire. Personne n'a tiré, personne n'a essayé de se cacher. En écoutant bien, je suis sûr qu'on aurait pu percevoir l'espèce de soupir sortant de toutes les poitrines. En un peu plus de 7 mois, 53 000 Samises ont été tués au combat, 204 000 ont été blessés et 4 500 portés disparus. Dans une note lyrique qu'il adresse à son armée le 12 novembre 1918, John Pershing tient à remercier ses hommes en personne. Vous avez vu beaucoup de vos camarades faire le sacrifice suprême pour que la liberté ne meure pas. Vos actions vivront éternellement dans les pages les plus glorieuses de l'Amérique. En août 1919, presque un an après les derniers combats, les Samises rentrent au pays. Ils y sont accueillis en héros dans toutes les villes américaines par une population qui, pour la première fois, célèbre son armée. Les bataillons de soldats afro-américains associés à cette fête traversent triomphalement Harlem. De son côté, Woodrow Wilson entame une tournée européenne. Le président américain est lui aussi ovationné de capitale en capitale. Il rêve d'une paix durable pour l'Europe et imagine, pour éviter de futurs conflits, une société des nations, l'ancêtre de l'ONU, organisée par un droit international et chargée d'assurer l'indépendance et l'intégralité territoriale de tous les États. Mais ses alliés ne voient pas les choses de la même façon. À Versailles, où se joue la conférence de la paix, les idéaux de Wilson se heurtent à l'esprit de revanche des Alliés, qui veulent faire endosser à l'Allemagne l'entière responsabilité de la guerre et lui faire assumer seule l'intégralité de son coût financier. Wilson regrette ses intérêts égoïstes et prévient les Alliés que leur attitude, qui va étouffer l'Allemagne pour des décennies, risque de replonger le monde dans une nouvelle guerre. Malheureusement, la mise en garde du président américain n'est pas entendue. Seule son idée de société des nations est adoptée sans discussion par les représentants des puissances victorieuses. Le retour de Wilson aux États-Unis est un triomphe. C'est pourtant une défaite politique. Les Américains ne partagent pas la vision du monde des Européens. Le Congrès refuse de ratifier le traité de Versailles et rejette le projet de Société des Nations. Le vieux rêve de Wilson s'écroule. Cette victoire qu'il voulait belle et juste a désormais un goût amer.
Octobre 1921. Un soldat inconnu, choisi parmi 4 autres corps anonymes, venant de 4 grands cimetières militaires américains en France, est ramené vers son pays. Ce soldat inconnu incarne à lui seul tous les Samis morts pendant la guerre, dont l'identification est devenue impossible, ou dont le corps a disparu sur les champs de bataille. Ces soldats morts au combat ne sauront pas que les États-Unis, au sortir de cette guerre, sont désormais les créanciers de l'Europe et sont devenus la première puissance mondiale du XXe siècle. Ils ne sauront pas qu'un siècle plus tard, les vestiges de leur engagement sur le terrain rappelleront que leur sacrifice a contribué à la victoire des Alliés dans ce premier conflit mondial.